La curiosité n'est pas un vilain défaut, bien au contraire. C'est en tout cas l'avis de mon invité qui est avant tout poussé par son envie de contact, d'échange avec les autres et sa soif de découverte à toute épreuve. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de quelqu'un qui s'intéresse à tout, qui avance, qui se préoccupe davantage du chemin que de la destination et de la joie que le chemin lui apporte plutôt que de sa rentabilité. Quelqu'un qui pratique en premier lieu, parce que la pratique, c'est l'endroit où se fabrique le talent. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Romain de Sigalas. Bonjour Julien, Bonjour. très heureux, très honoré de cet échange tous les deux. Bienvenue. Merci Merci. d'avoir accepté. Pour ceux qui entendent un peu de bruit derrière, on essaie de changer un petit peu les choses. Alors c'est un peu contraint et forcé. J'ai un bébé qui pleure à la maison, j'ai des travaux dans le restaurant en bas qui tape au marteau-piqueur toute la journée. Donc Romain et moi nous sommes donné rendez-vous dans un café, le café Les Ondes, qui est juste en face de la maison de la radio. Je trouvais que c'était adapté d'être en face de la maison de la radio pour un podcast, non ? Tout à fait, c'est aussi inspirant, le café typique parisien. Et on est très bien installé, tout va bien. On est pas mal, on a de quoi boire et tout. Bon, on a une petite musique de fond que j'avais pas anticipée, donc j'espère qu'on n'entendra pas trop et j'espère surtout qu'on va pas se faire retoquer par des algorithmes ou des trucs comme ça derrière qui vont nous dire vous diffusez de la musique sur laquelle il y a des droits, mais bon, normalement on devrait arriver à s'en sortir. Et puis la prochaine fois peut-être qu'on enregistrera directement de la maison de la radio. Voilà, Je crois qu'il y a un café dedans. Exactement, ou sur une terrasse, c'est pas mal aussi. Mais ça serait génial d'aller dans le café de la maison de la radio pour enregistrer un épisode en direct de la maison de la radio, quoi. C'est une bonne idée. Ça me plairait bien, ça serait pas mal. Mais voilà, en tout cas, après tout ce temps enregistré de mon salon, je me suis dit qu'il était temps que mon hobby me fasse sortir un peu de la maison et visiter le monde, ce qui est un petit peu le cas de la photographie aussi, finalement, quand on essaie de créer. Tout à fait. Je pense que c'est intéressant. On a besoin de sortir. Il faut sortir malgré l'hiver qui est une période un peu compliquée aussi quand on aime faire des photos de rue. Donc il faut se bouger et c'est important d'être dans le mouvement, effectivement. Elle a son charme en tout cas cette période malgré tout. Enfin, toutes les périodes ont leur charme, même l'hiver, non ? Alors ça dépend. Moi je t'avoue, je suis quand même, j'ai besoin de lumière, ce qui me donne aussi un élan. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais le printemps arrive, donc voilà. C'est vrai que ça fait partie de ton style, mais du coup ça m'inspire une question qui arrivera un petit peu plus tard justement sur le fait d'avoir besoin de lumière. Est-ce que tu as besoin de lumière pour sortir, puisque c'est quand même une composante importante de ton style photographique, mais on va y revenir un petit peu plus loin. Juste avant, on va commencer par l'elevator pitch, le fameux elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi et tu as 3 étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis ? Bonjour Steve, je suis Romain de Sigalas, je suis photographe. J'essaye de faire de jolies photos avec une photographie qui essaye également d'avoir du sens, une symbolique. Et sinon, dans mon quotidien, je suis photographe qui diversifie également son travail pour pouvoir y vivre. Donc j'essaye de travailler avec la presse, j'essaye de travailler avec les entreprises et les collectivités pour avoir des revenus réguliers aussi, c'est important. C'est une vraie diversification et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai eu du mal à faire, j'ai eu du mal à intégrer en fait personnellement je trouve, mais qu'effectivement tu peux faire les 3 en même temps et que ça n'est pas totalement incompatible. J'ai noté un truc amusant, tu as commencé la photo grâce à des mouettes. Oui, tout à fait. C'était à l'âge de 8 ans, une classe verte. Mes parents m'avaient offert un appareil automatique argentique et en fait j'étais focalisé sur ces animaux. Alors c'est mon côté un peu obsessionnel, c'est-à-dire que je n'ai vu que ça et j'ai fait toute la pellicule de mouettes qui était à Saint-Malo sur le bord de mer. Et voilà, entre guillemets, j'ai un peu gâché la pellicule, mais j'ai trouvé ça. J'aime bien
c'est très contemplatif de voir des oiseaux, voir les mouettes. Voilà. Il y en a pas loin d'ici, tu sais, on est à côté du pont Mirabeau, il y a plein de mouettes. C'est ma grande surprise quand j'ai commencé à m'intéresser à cet endroit. Oui, alors je ne sais pas pourquoi, mais elles sont plus à l'intérieur, effectivement, mais ça m'est passé. Hein. Je n'ai pas continué les tu fais pas de birding. Mais est-ce que c'était annonciateur, les 24 expos de mouettes, de ta façon de shooter plus tard? Ou est-ce que tu travailles beaucoup ta scène? Est-ce que tu tournes beaucoup autour? Est-ce que tu fais beaucoup d'images? Effectivement, je pense que c'est important d'être dans l'anticipation. Et de ce fait, évidemment, une mouette qui est dans le vent bouge énormément. Et en fait, il faut sentir le mouvement et l'appréhender pour pouvoir déclencher au bon moment. Et je crois que c'est le photographe Salgado qui parle de ça, notamment sur la photographie animalière, qui te dit en fait que effectivement pour photographier un animal, il faut aussi se mettre dans sa peau en fait, ce qui est effectivement intéressant. Et anticiper le mouvement. Voilà. Rentrer dans la tête des gens, des animaux, de ce qu'on photographie en fait. Tout à fait. Donc, donc c'est un bon exercice, effectivement. Une bonne introduction. On discutait un petit peu avant, on se connaît indirectement via quelques photographes, mais c'est notre première rencontre en personne aujourd'hui, mais on a plein d'amis en commun en fait. Est-ce que tu veux dire un petit coucou à ceux qui t'ont précédé, que tu as écouté bien sûr, alors je connais bien Gennaro, donc j'ai eu la chance de faire un mentorat il y a 3 ans avec Gennaro et donc également avec Alex Dino qui faisait partie du mentorat et j'en garde des très bons souvenirs parce que Gennaro nous a permis aussi d'aborder beaucoup de choses différentes dans la photographie et je pense que étant photographe, il faut aussi voir différentes choses, être curieux. Et ça nous apporte derrière la diversité nous apporte aussi des projets différents. Voilà, il faut être ouvert à différentes choses, je pense. Voilà. Pour rendre hommage à la serendipity, ce fameux hasard qui veut le truc, en fait, c'est pas du tout par Gennaro. Il se trouve que tu suis Gennaro dans le cycle des épisodes, mais c'est pas du tout par Gennaro qu'on s'est rencontré, ni par Alex. C'est par un ami commun qui s'appelle Éric Potier. Exactement. Je crois que j'organisais une sortie qui finalement s'est pas faite, à laquelle tu pouvais pas venir. Et puis juste on a discuté comme ça par message à cette occasion. Et finalement, en discutant, on se rend compte qu'on connaît plein de monde en commun finalement. Exactement. C'est aussi la grande famille de FFPMI que je découvre. Puisque j'ai eu la chance également de participer au mois de janvier au Portrait du Cœur avec la fédération et c'était un très beau moment d'échange également puisqu'on on shootait en fait des familles qui étaient sélectionnées par le Secours populaire et ces familles repartaient avec une photographie tirée pour eux en fait, effectivement. L'importance de la FFPMI et l'importance de donner de temps en temps, c'est pas mal aussi. Oui, tout à fait, parce que c'est ça aussi, hein, le métier de photographe, je pense. C'est de l'échange, c'est de donner quelque chose et aussi de voir la photographie en réel, le tirage. Et ça, c'est très important. Et de voir les réactions des familles repartant avec la trace, avec leur tirage. Et c'est un souvenir, c'est un cadeau qui n'a pas de prix, je pense. C'est une belle récompense. La photographie de famille. Effectivement. Moi, je suis parti aussi j'ai beaucoup de souvenirs effectivement de photos de famille et je pense que tu éduques aussi ton regard effectivement par la photographie de famille. En tout cas, c'est un bon exercice à faire aussi si tu veux progresser. Je pense aussi par les Portraits du Cœur, il y a un enjeu mais il est moindre pour toi. Et tu es encadré, tu as tous les copains qui sont autour parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes plusieurs dans le studio à alterner. Et du coup, ça aide aussi peut-être pour les gens qui se demandent comment on peut se lancer dans le portrait. Ça peut être une bonne porte d'entrée finalement. Oui, tout à fait. Moi-même n'étant pas complètement habitué à faire des portraits de studio, j'ai pu échanger, apprendre. Donc c'est une super expérience. C'était une super expérience. Moi, c'est important. Il faut en parler. Et je crois qu'il y a autre chose qui arrive bientôt, qui est On pose pour le rose, où il y a également des recherches de photographes. Donc si quelqu'un est intéressé, envoyez-moi un message et je ferai suivre
pour ceux que ça pourrait intéresser. J'ai vu, pour clôturer un peu cette partie d'introduction, que la photo était un métier assez récent pour toi finalement. J'avais, à ma grande surprise d'ailleurs, parce que je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps que ça que tu étais professionnel. Et non, en fait, c'est juste depuis le premier confinement, ce qui commence à faire un peu 4 ans, mais quand même. Oui, exactement. À mes 40 ans, en fait, j'ai voulu faire de ma passion un métier. J'étais 12 ans dans le domaine informatique et j'ai voulu passer le cap. J'ai voulu ne pas avoir de regrets, essayer et ça a été l'occasion pour moi de me dire je peux le faire. Alors pourquoi je peux le faire parce que, encore une fois, j'ai diversifié aussi mes activités. J'ai trouvé aussi des clients réguliers, ça c'est important. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. C'est pas bien, tu as bien répondu à ma question. C'est bien d'avoir trouvé des clients après le confinement. Moi, j'en ai perdu beaucoup pendant le confinement. Oui, il faut se réinventer derrière. Alors, il faut aussi savoir que la photographie... ce qui est compliqué également, c'est de passer le cap dans sa tête, de se dire, pour moi, ça a été souvent, longtemps en fait, quelque chose qui n'est pas forcément sérieux entre guillemets, et quand ça devient un métier, voilà, c'est aussi passer une étape. Et longtemps, je me suis dit, ça peut pas être un métier. Mais en réalité, voilà, c'est aussi dans la tête. Du moment que tu as des clients, c'est un métier. Hein. Oui. C'est comme ça que ça marche. La différence entre le professionnel et l'amateur, c'est pas la compétence, c'est qui te paye pour faire ce que tu veux faire, quoi. Tout à fait. Mais il faut les trouver. C'est aussi beaucoup de commercial et d'entrepreneurs en réalité. C'est même plus de commercial et d'entrepreneurs que de photos, voilà, en fait. Exactement. Faut être tout à fait lucide là-dessus. On va passer à la partie interview à proprement parler. Les 4 premières questions sont toujours les mêmes. Quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Le livre, pardon ? Le livre, ouais. Alors, j'offrirais le livre de Frank Horvat qui s'appelle Sidewalk. Pardon pour mon anglais. Et c'est un de mes premiers livres qui raconte donc sa photographie à New York. Déjà, l'objet est magnifique. Il a été vraiment réalisé avec vraiment très belle. C'est vraiment un objet à part entière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a son journal de bord, donc qu'on peut lire dans ce livre, qui permet vraiment de se mettre dans sa tête. Et il nous raconte, voilà, chaque matin, il repart dans la rue, qu'est-ce qu'il a identifié pour s'améliorer, quel est son état d'esprit le matin. Donc c'est passionnant à voir et à le lire. Et moi, c'est un photographe que j'adore. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, on se met dans la tête des gens. Oui, parce que c'est là où tu apprends. Moi, j'adore les bouquins à la première personne. Parce qu'encore une fois, ça enrichit. Et on va vraiment dans la pensée du photographe. Et on en tire forcément des choses. Là, je l'ai pas porté, mais je vais le trouver. Tu sais, quand on me conseille un livre comme ça, je le trouve à un moment ou à un autre. Je pense que ça vaut le coup. Il faut juste pas que ce soit un livre qui est plus édité et qui ne se trouve qu'en truc collector à 1200 € le livre. Il y en a un qu'on m'a recommandé il n'y a pas longtemps, c'était L'Exiran, qui est une pure merveille, mais qui est totalement introuvable. Et j'aimerais vraiment qu'il le réédite, celui-là, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est quoi être créatif ? Alors, je t'avoue, j'ai pas préparé. Je pense que être créatif, c'est faire. C'est essayer de faire peut-être différemment. Je prends le cas par exemple d'une manifestation. Il y a beaucoup de photographes. Il y a une action qui se passe. Je prends les photos avec les photographes. Je me dis pourquoi je vais être le énième photographe à prendre la même photo. Et je prends un peu de recul. Et je me pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire différemment ? Donc je cherche des angles différents
Et donc c'est chercher en fait, chercher quelque chose de se poser des questions peut-être. Souvent, c'est regarder derrière soi au lieu de devant. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est créatif, c'est aussi, comment dire, c'est voir différemment. Et pour voir différemment, il faut aussi voir différentes choses. Et à partir de là, le digérer et essayer effectivement des choses différentes. Ce que tu dis, c'est changer de point de vue en fait. Oui, changer de point de vue, mais encore une fois, c'est très personnel. Il n'y a pas de règles, mais voilà, essayer d'avoir son propre regard. Mais ça prend beaucoup de temps. Ouais, ce qui n'est pas simple. Exactement. Ça se travaille longtemps. En tout cas, si ça ne marche pas du premier coup, il ne faut pas se désespérer, quoi. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? Alors, moi, clairement, ce qui me fait déclencher, c'est une lumière, c'est des regards, c'est ça. La lumière, on va y revenir très très vite parce que c'est le premier truc que j'ai vu dans ton travail. C'est quoi une bonne photo ? C'est très subjectif, et heureusement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des photos qu'une personne peut adorer, et qu'une autre, alors que c'est la même photo, va te dire non, moi ça me parle pas du tout. Donc il n'y a pas de règles, et heureusement. Voilà. Encore, alors c'est vrai que c'est aussi l'émotion, c'est apporter une émotion, c'est ça aussi la photographie. Essayer de raconter quelque chose, c'est ça qui est merveilleux. C'est dans un cadre, raconter quelque chose. Voilà. Pas mal, bonne réponse. Tu as parlé un peu de lumière, on va commencer par ça. C'était l'ombre et la lumière, c'est la première chose que j'ai vue dans ton travail. J'ai assez râlé que c'était devenu une mode pour reconnaître quand c'est bien fait, parce qu'aujourd'hui, Alex Webb, plus ou moins tous les photographes de rue, de reportage connaissent, intègrent, imitent relativement bien la technique. Et je trouve que souvent il manque quelque chose qui est l'histoire. Toi, je trouve que justement tu as bien intégré cet aspect-là aussi, et j'aimerais bien te demander qu'est-ce qui fait que ce genre de photo fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'elle fonctionne pas. Dans la série Ombre et Lumière, c'est pour illustrer par rapport à ta série à toi. Mais en fait, ces séries-là, je veux dire, il y a plein de gens qui font des photos à la Alex Webb avec de l'ombre et de la lumière. Ça marche pas toujours. Moi, c'est des photos qui me frustrent énormément en fait quand je vois, parce qu'il y a plein de gens qui font ça et il y en a plein qui fonctionnent pas en réalité. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas ? Alors, déjà, il n'y a pas de recette. Je pense que c'est d'abord la pratique, essayer de pratiquer au maximum. C'est également son regard, c'est-à-dire regarder beaucoup de choses, aller dans les expos, regarder des livres photos, pardon. Donc s'enrichir. Et essayer d'être dans le côté intuitif, c'est-à-dire se faire confiance et s'amuser. Voilà. Et de ne pas avoir forcément de direction. Être vraiment dans ce moment présent. Et je pense qu'il faut... Moi j'ai pas d'objectif quand je fais, par exemple, de la photographie de rue. C'est plus un plaisir de faire. Et après, si ça fonctionne, tant mieux. Mais voilà, il n'y a pas une pression derrière sur ce qui doit marcher en fait. Voilà, je sais pas si c'est ouvert au monde en fait. Tu avances et puis t'as pas de pression finalement. Oui, c'est ça. C'est essayer d'avoir sa patte. Et de voir des choses en fait. C'est essayer de voir des choses. Alors comment on voit des choses ? C'est d'être dans l'instant présent. Alors d'être dans l'instant présent, pour moi, c'est avoir tous ces sens en éveil. Et là, c'est vraiment un plaisir d'être vraiment dans ce moment où il y a des choses qui apparaissent, alors que
il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas en fait. C'est important ce que tu dis parce que c'est exactement ce que je dis au début. Il y a plein de gens qui arrivent à faire la technique et pas l'histoire. Parce qu'ils font pas attention. Ils cherchent la technique et ils cherchent pas le moment. Ouais, alors moi, la technique, je t'avoue, pour moi, c'est pas l'essentiel. Voilà, quand je suis dans la rue, j'avais commencé avec un haricot. Je me mettais dans un réglage très simple et j'étais en mode, je crois que c'est en mode snap, c'est-à-dire que c'est juste la distance en fait. Je règle simplement la distance et après c'est parti. Et ne pas regarder ce qu'on fait à l'instant T, c'est-à-dire être vraiment dans un moment de plaisir et très spontané en fait. Et d'être dans son moment, voilà. Donc ce que tu dis en fait, c'est qu'il faut que sortir soit une joie quelque part. Il faut que la sortie en elle-même soit une joie et que l'appareil photo ce soit juste un petit bout de cette sortie en fait. Exactement. Le résultat n'est pas important. Ce qui est important, alors ça a l'air bête de dire, mais c'est le chemin et se faire plaisir dans le fait d'être dehors en réalité. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Il faut accepter cette frustration effectivement de la photographie de rue qui est très présente. Mais voilà, il faut repartir. Moi, je fais une similitude parce que je suis un passionné aussi de sport de glisse, de surf. Et pour moi, c'est la même chose en fait. C'est un état d'esprit. Je sais que je pars pour une session. Je peux faire une session de 1h30, 2 heures en surf et je vais prendre une vague. Comme une autre session, je peux prendre 10 vagues, 20 vagues. Donc c'est pas grave parce que je sais que ça change en fait. Tu prends ce qui vient? Je prends ce qui vient. Et je sais ce qui vient à l'instant T sera différent de ce qu'il y aura plus tard en réalité. Donc il faut l'accepter en fait. Il faut accepter, c'est comme accepter de chuter. Voilà, c'est pas grave en fait. C'est très marrant ce que tu dis. C'est un constat que j'ai fait avec moi-même il n'y a pas longtemps ça. Quand je dis je vais sortir faire des photos, j'ai vachement de mal à sortir. Et quand je suis dans la rue et que je sors mon appareil, c'est pas du tout la même approche en fait. Et c'est souvent là que je fais mes meilleures photos. C'est-à-dire des fois je vais dire je vais sortir, où est-ce que je vais sortir pour faire des photos, qu'est-ce que je vais faire. Tu réfléchis, tu surréfléchis et tu crées ton moment idéal entre guillemets dans ta tête qui en fait est un moment de merde parce que tu étais en train de le forcer à mort et que tu sais pas du tout ce qui va te tomber dessus. Et l'autre jour, je me suis retrouvé, j'étais à pied, j'étais dans le 13e et je rentrais dans le 16e, c'était une grande ligne droite. Et j'ai dit, j'y vais à pied. C'était genre 1 heure de bus, 1h30 à pied. J'ai dit, je vais rentrer à pied et j'ai pris mon appareil à la main. Je me suis pas posé de questions et j'ai fait plein de photos et c'était plutôt sympathique en fait à faire ce petit moment-là. Alors que 2 jours avant, j'ai pris mon appareil photo et je suis sorti de chez moi et j'ai été dans un endroit où je pensais faire des photos. En fait, j'ai rien sorti du tout ce jour-là. C'est marrant comme Mais il n'y a pas de règle. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression. Mais c'est quand je sors pour sortir en fait que je m'amuse le plus en fait. C'est un peu ça le truc. L'appareil photo c'est annexe finalement dans la balade parce que je vais flâner et l'appareil capture juste j'allais dire la flânade, la flânerie. Oui, c'est un moment pour soi. C'est un moment pour soi. Alors comment dire, je fais distinguo effectivement quand c'est une commande et tu dois sortir quelque chose voilà, c'est pas forcément la photographie que tu ferais. En revanche, quand tu es la photographie de rue, c'est vraiment un moment pour toi qui doit le rester. Alors après, ce qui est pas évident, c'est que alors ça c'est vraiment terre à terre, mais il faut essayer de se dégager du temps, mais en même temps tu te dis est-ce que ça vaut le coup parce que je vais prendre une demi-journée, une journée, et derrière en fait tu sais que ça va pas forcément t'apporter en termes de financier ou même d'échange. Donc c'est difficile quand tu es photographe professionnel effectivement de se dire est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux me permettre de prendre une journée pour entre guillemets flâner. Et ça c'est vrai que dans le monde actuel ça peut être compliqué parce qu'on te dit il faut que tu sois productif, il faut que tu avances, il faut être rentable
Et en réalité, c'est des moments où t'es pas forcément, il n'y aura pas forcément une grande rentabilité, mais je suis convaincu que à long terme, ça t'apporte quelque chose. Donc il faut être pas sur un court terme et se mettre de pression sur quel est l'apport en direct que ça m'a donné. Mais dans la tête, effectivement, c'est pas toujours évident. Moi, quand j'ai commencé sérieusement la photographie il y a 10 ans, je pars tôt le matin, il est 8-9 heures, je prends mon appareil photo, je me dis est-ce que c'est vraiment sérieux ce que je vais faire, les gens partent au travail, est-ce que j'ai le droit de le faire en fait, voilà, il faut passer outre, et au final oui, parce que j'ai essayé de créer quelque chose, exprimer ce que je ressens, et au final il y a une joie qui se dégage, mais elle vient pas tout de suite, donc il faut faire abstraction de la pression économique, financière, d'une société aussi de consommation où voilà, il faut rentabiliser ce qu'on fait. Et non, c'est pas grave de pas rentabiliser ce qu'on fait, parce que voilà, il y a autre chose, quoi. L'art, c'est du long terme en fait. Si tu fais des trucs à court terme, c'est du contenu. On va aujourd'hui sur Instagram, sur YouTube surtout. Et finalement, tu vois, c'est marrant, il y a pas longtemps, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un, on parlait des livres qui se vendent aujourd'hui. Et oui. Tout le monde te dit, ouais, ce qui se vend aujourd'hui, c'est Harry Gruyaert, c'est des trucs, c'est que des photographes qui ont 80 balais. C'est Salgado. Oui, mais en fait, au final, qu'est-ce qu'ils te vendent? Ils ne te vendent pas des photos qu'ils ont fait la veille. Harry Gruyaert, tous ses livres, il y a des photos depuis les années 70. Non, mais c'est important. Enfin, tu vois que ces mecs-là n'ont pas créé en une journée un livre extraordinaire. Ça a pris 30 ans, 40 ans, 50 ans. Bien sûr. Alors après, ce qui est amusant pour ces photographes, je me dis toujours, mais est-ce qu'ils continuent à produire, parce que souvent, en fait, tu vois leurs livres, effectivement, ouais. C'est les années 90, début 2000, et tu te demandes, est-ce qu'ils continuent vraiment et donc, je sais pas. Mais je pense qu'il y a des phases où tu es plus créatif. Et il faut effectivement, c'est des phases productives. Ils continuent parce que tu vois des photos récentes dans leur portfolio, mais c'est peut-être un constat aussi de dire à quel point c'est difficile de faire quelque chose de qualitatif, oui, qui mérite d'être dans un livre. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 50 ans de boulot, tu as 100 photos, et ça couvre 50 ans de la vie de quelqu'un, et ça veut dire qu'il y a 2 photos par an qui valaient la peine d'être mises dans ce livre. Ce qui est quand même... Oui, c'est ça, c'est qu'on ne voit pas derrière tous les ratés, ouais, qu'il y a. Et encore une fois, c'est la pratique en fait qui fait la différence. Voilà, le talent n'existe pas vraiment. C'est la pratique. Se nourrir en fait. Nourrir son regard. Moi, je fais la similitude. J'ai mon meilleur ami est parfumeur, est né. Il s'appelle Julien d'ailleurs. Et il est devenu né après un apprentissage qui a été long, de 5 ans avec un maître parfumeur, où il a développé son sens de l'odorat, mais je ne pense pas qu'il avait des prédispositions. Mais ça a été une volonté d'apprendre. C'est frustrant, c'est dur, c'est long, mais au final, maintenant, il arrive à créer. Mais il y a été tous les jours, quoi. Il a été tous les jours, exactement. La régularité, exactement. C'est ce que j'ai. En ce moment, j'essaie de faire du sport. Et effectivement, il vaut mieux faire 10 minutes de sport tous les jours qu'1 heure par semaine, voire par mois, parce qu'en fait, tu auras beaucoup plus de résultats, quoi. Oui, et puis il faut que ça reste un plaisir, effectivement. Mais c'est comme ça, effectivement, que tu avances et tu vois l'évolution de ton travail. C'est des petits pas tous les jours. Exactement. C'est très intéressant. Je rebondis juste sur ce que tu as dit au début de l'interview. Tu disais il y a des jours où il n'y a pas de lumière, et c'est ça qui me fait sortir. Du coup, on est dans la partie ombre et lumière. J'aimerais bien que tu développes un petit peu cet aspect-là. Oui, je pense que là, il y a des sensibilités différentes, mais pour ma part, moi, la lumière m'apporte énormément. Je parle souvent avec mes enfants. Et effectivement, ils me disent papa, on est un peu comme des plantes. Et c'est vrai. Moi, dès qu'il y a un rayon de soleil, j'essaye d'aller dehors, parce que je sens une énergie différente en réalité. Mais encore une fois, c'est très personnel.
et j'ai besoin d'énergie pour aller dehors, pour aller chercher des choses. Alors on trouve cette énergie aussi par les échanges, mais effectivement la lumière m'apporte. Et je trouve que ça embellit énormément effectivement les matières, et on voit aussi un état d'esprit différent. C'est-à-dire que quand tu te promènes dans la rue, si tu te promènes dans la rue effectivement l'été à Paris, tu n'auras pas les mêmes regards que forcément en hiver. Si tu te promènes, si tu vas à l'étranger, tu vas au bord de mer, dans des villes ensoleillées, tu vois aussi un dynamisme que tu as moins sur les villes très continentales, j'allais dire. Je suis convaincu aussi que le bord de mer t'apporte quelque chose en termes de dynamisme. Voilà, c'est pas par hasard que moi j'ai vécu, je suis parti 6 mois quand j'étais étudiant à Sydney, et ben le fait de vivre au bord de mer t'apporte aussi beaucoup. Alors, mais c'est pas le même état d'esprit en fait. C'est pas le même état d'esprit, exactement. Je Quand t'as accès à la plage. Les gens sont peut-être un peu plus joyeux et échangent plus facilement. J'avais fait aussi une série à Nice au mois de mars, et effectivement l'état d'esprit sera différent. Et t'abordes peut-être plus facilement les gens dans la rue qu'un jour de pluie, un jour morose où l'état d'esprit tu le vois quoi. J'ai une théorie là-dessus parce que j'avais une copine qui venait de Tel Aviv et qui avait un état d'esprit très différent. Et en fait, je me suis rendu compte en fait que quand tu vis dans une ville où il y a la mer et où il y a le beau temps, tes sorties ne sont pas forcément des sorties payantes, contrairement à ce que quand tu vis dans une ville comme Paris, où par exemple, tu vois, là on voulait se retrouver. Oui, on aurait peut-être pu se retrouver dans un parc, on aurait eu très très froid, on serait assis sur un banc en train de geler et on entendrait les gens claquer des dents. En fait, l'autre option pour faire quelque chose à Paris, c'était d'aller dans un café, ce qui n'est pas gratuit, entre guillemets, alors que quand tu as accès à la plage qui fait beau, je me rappelle distinctement de ça. Elle me disait, moi, quand il fait beau, que j'ai envie de faire quelque chose, j'appelle une copine, on coupe une pastèque, on va sur la plage. Tu vois, et c'est vraiment... Oui, tout à fait. Alors après, il faut aussi accepter ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher non plus, effectivement, je reviens au sport, je ne vais pas sortir parce qu'il pleut, je ne vais pas sortir parce qu'il fait mauvais. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas chercher les meilleures conditions, sinon je ne le ferai jamais en fait. Donc il faut aussi ne pas chercher d'excuses et chercher la perfection, quoi. Voilà, sinon on ne le fait pas en fait. Donc à un moment, il ne faut pas se poser de questions. En fait, il faut essayer de mettre son réveil tôt et d'y aller en fait. Et pas trouver des excuses. Voilà. Et c'est l'état d'esprit. Donc c'est vrai que le mieux en fait, c'est d'être aussi à plusieurs pour se motiver. Mais voilà, faut aussi d'un autre côté pas trouver d'excuses. D'accord. On parlait tout à l'heure du fait de produire peu de photos. Cette série dont on parlait, qui est sur ton site, qui s'appelle Ombre et Lumière, c'est une série très resserrée, étonnamment. Il n'y en a pas tant que ça en réalité. Ça veut dire que c'est très difficile d'en faire des très très bonnes et que tu es impitoyable avec celles qui ne sont pas... à la hauteur entre guillemets, mais que tu ne retiens vraiment que ce qui est la crème de la crème. Oui, j'essaye d'être exigeant. Moi, j'aime bien le côté graphique. J'aime bien également trouver des silhouettes, des postures qui expriment quelque chose par le corps. Après, il y a aussi le regard qui va jouer aussi dans la qualité de la photographie. Mais pour moi, une photographie doit permettre d'aller dans un imaginaire. Donc ne pas forcément montrer trop pour derrière susciter un imaginaire. Je prends l'exemple de romans photos qu'on voit rarement. Et sans texte, de pouvoir partir sur moi, mon histoire. Et ça, je trouve que c'est assez merveilleux. Effectivement, d'avoir cette trame qui me porte. Voilà. Mais pour revenir à ta question, oui, il faut être exigeant sur son travail. Voilà, j'ai une série aussi qui s'appelle Ville hostile, où j'essaie vraiment justement d'identifier dans la rue des personnes qui sont un peu en dehors aussi du moment présent, qui sont ailleurs en fait, qui sont pas sur
sur le moment, qui ont des casques sur les oreilles, qui sont au téléphone, et en fait Ils sont là mais ils sont pas là. Ouais, ils sont pas là, ils se confrontent pas au réel, et donc ça m'a toujours un peu heurté, poser des questions en fait sur peut-être, et c'est pour ça que je reviens par rapport à des séries aussi où j'ai tendance à prendre des gens seuls, la solitude, où j'ai l'impression que parfois des personnes n'osent pas se mettre justement pas en danger, mais n'être que à soi-même en fait, et toujours avoir besoin de bruit, de musique, et je trouve que c'est important aussi de se retrouver soi-même en fait. On n'assume pas de s'ennuyer et de rester seul dans son coin. Oui, je pense que toi, tu as aussi des enfants, et je leur dis, voilà, j'ai des enfants, j'ai un garçon qui vient de me voir, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire? Et j'essaie de leur dire, voilà, l'ennui est bon, ennuie-toi, puisque, bon, maintenant on le sait, c'est ce qui va apporter ce qui peut apporter un peu de créativité. C'est un des grands débats que j'ai sans arrêt avec ma femme qui me dit mais Samuel il est tout seul dans sa chambre. Je dis laisse-le tout seul. Ça fait du bien des fois de savoir s'occuper tout seul. Bien sûr, voilà. Et puis développer aussi le regard, c'est de regarder mon environnement. Ce qu'on a peut-être moins tendance à faire. Et j'aime bien faire des jeux aussi avec... j'ai 2 garçons. De dire, voilà, je suis dans la rue, je suis sur un banc, je suis en terrasse. Je suis à la plage avec eux, et j'aime bien leur poser des questions. Est-ce que tu vois le garçon avec la casquette rouge? Est-ce que tu vois la jeune fille avec une écharpe bleue? Et d'être un petit peu aux aguets de ce qui se passe en fait, de voir mon environnement en fait. Apprendre à regarder en tout cas. De voir tout ce qui se passe, et de voir, voilà, un rayon de soleil, de voir un papillon, de voir un nuage. Et ça a l'air bête comme ça, mais je pense que c'est important. Voilà. Tu sais que ça se résume à lever la tête en fait la plupart du temps. Exactement. C'est pas regarder au sol quoi. Pas regarder au sol. Et pas plus tard que ce matin, j'ai fait un petit jogging. Et tu vois quand même beaucoup de gens regarder son téléphone portable, et qui ne voient plus les choses. Alors j'ai peur effectivement dans la photographie de rue d'identifier que des personnes avec leur téléphone, regardant leur téléphone. Et c'est vrai que c'est pas très photogénique aussi à prendre en photo ces personnes. Voilà, mais je pense que c'est un état d'esprit, c'est une habitude. J'imagine les livres de street photographie dans 20 ans. Oui. Oui, tout à fait. C'est des gens avec leur téléphone. C'est peut-être pour ça que l'âge d'or de la street photographie, c'est les années 70 et 80 en fait. Si on regarde ça en se disant ouais, parce que c'est parce que ça n'existe plus, mais en réalité ça n'existe plus. Et est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose de grand? Oui, je pense que moi j'ai plaisir à par exemple à acheter des journaux, à tourner des pages, à acheter des livres photos, parce qu'encore une fois, je pense que le sens du toucher est un peu oublié. J'ai plaisir à toucher une matière, à sentir en fait, par le toucher, et l'écran, ce sens en réalité n'est pas pris en compte en réalité, parce que c'est très froid. Et encore une fois, plus j'ai des sens en éveil, plus j'ai de plaisir en fait. T'es pas distrait par des notifications à chaque page que tu tournes? Oui, à chaque fois que tu tournes, effectivement, et je reviens pareil aux enfants. Parfois, il suffit de ne pas leur parler, mais mettre juste une main sur une épaule, sur un visage, et il y a quelque chose qui se passe en fait. Et c'est pareil avec un livre, c'est pareil avec un magazine. Voilà, je touche une matière, du papier qui est une vraie matière, et je touche pas à quelque chose de froid, un écran qui me renvoie pas grand chose en réalité. Et puis t'as le plaisir aussi d'aller l'acheter le magazine, et ça c'est aussi quelque chose. Moi c'est une expérience que je trouve extraordinaire parce que j'ai grandi là-dedans, d'aller chez le marchand de journaux, de feuilleter les magazines, de parler avec le vendeur et tout ça. C'est parler une chose avec le vendeur, et puis de voir des gens en terrasse avec un quotidien, c'est je trouve plus photogénique que de voir des gens sur un écran. Voilà. Viviane Maier avait toute une série juste sur les journaux jetés dans la poubelle, quoi. Donc ça veut tout dire.
On va passer sur un autre aspect de ton travail qui est les portraits. Je te l'ai dit avant, moi je tends à penser par défaut qu'on doit être très spécialiste. Moi je fais que du reportage, je ne me trouve pas excellent en portrait, peut-être à tort, je devrais travailler sur cette partie-là. Toi tu prouves justement le contraire, on peut être bon dans les deux. Et j'aurais bien aimé que tu nous expliques un petit peu ton approche dans ce domaine-là. Alors le portrait c'est récent pour moi. Alors je sais plus qui a dit ça effectivement. Le portrait en fait c'est à toi de créer le dynamisme en fait. C'est à toi d'apporter l'énergie. L'énergie exactement. C'est à toi d'apporter l'énergie. Mais je trouve ça très intéressant. Il y a effectivement un comment dire. Il y a un échange avec le sujet. Il y a quelque chose de très psychologique. Et j'aime bien mettre les gens en condition, à l'aise. Et aussi dans le portrait, j'aime bien prendre le temps, quand c'est possible, de découvrir la personne. Et ça ne se fait pas en 5 minutes. Et je trouve ça génial avec les minutes qui découlent de voir en fait une transformation dans le regard, dans l'attitude et d'avoir ce moment où là je peux déclencher et voir réellement la personne en fait. Et je trouve ça merveilleux parce qu'on a tous notre coquille qui est plus ou moins épaisse. Et d'aller au-delà de la coquille, c'est jouissif en fait. Voilà. Et je trouve que c'est un challenge incroyable, qui est génial. Mais j'apprends toujours par le portrait. Voilà. Donc la grosse différence, c'est d'aller balancer ton énergie, exactement. Contacter, parler avec les gens. Exactement. C'est-à-dire que si le portrait ne fonctionne pas, c'est uniquement de ma faute. Si la personne ne se sent pas bien, n'arrive pas justement à sortir de sa coquille, c'est de ma faute. Donc c'est à moi de m'adapter à la personne et de trouver des stratèges entre guillemets des stratèges pour que la personne se révèle à moi en fait. D'accord. Et je trouve ça encore une fois super intéressant. Voilà, de pouvoir aller au-delà du superficiel et de pouvoir vraiment connaître la personne, identifier un aspect de la personne qui va se révéler par la photographie. Parce qu'évidemment, tout se voit en portrait. C'est ça la grosse différence, parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait des similitudes entre tes portraits et des autres images dans le graphisme, dans la recherche de couleurs. En fait, t'as ta philosophie qui se retrouve quand même dedans, non ? Et tu appliques juste ce contact, finalement. Simplement, tu as l'interaction et l'échange d'énergie qui s'ajoute en fait à ce que tu fais habituellement, c'est ça ? Oui, alors moi j'aime bien aussi être au plus proche du sujet, justement pour... Alors c'est deux choses différentes. Dans le portrait, c'est à moi de prendre le temps, la personne sait que je suis là, je prends le temps avec la personne pour effectivement qu'elle puisse être vraiment au naturel. Et dans la rue, moi j'aime bien qu'on ne me voit pas et justement de capter ce naturel de la personne qui est seule dans la rue, justement. On revient voilà, c'est aussi quand je suis seul que le naturel est là, spontané, et de ce fait, de pouvoir le capter. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller de voir le réel, en fait. De ne pas voir juste ce qu'on veut me donner à voir, puisque moi, je trouve ça très bien, mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment de capter le propre de la personne. C'est marrant que tu dises ça maintenant, parce que justement dans tes portraits, il y a des portraits qui n'en sont pas, c'est-à-dire que c'est des moments volés entre les portraits quelque part, entre deux photos posées, entre deux photos que tu diriges, tu fauches une petite image par-ci par-là, et justement c'est exactement ce que tu viens de dire, si tu captes la réalité, c'est le petit entre-deux. La réalité, c'est la spontanéité. C'est la spontanéité de l'enfant. Effectivement, pour moi, il n'y a pas plus photogénique qu'un enfant. Parce que il n'y a pas d'armure, la spontanéité est naturelle, donc c'est la vie quoi, c'est la vie qu'on prend en photo, je crois que c'est William Klein qui disait effectivement je prends en photo la vie, et c'est tout à fait ça, il y a un côté merveilleux, il y a un côté miraculeux de prendre une photo à un instant T
et de montrer ce que c'est la vie. Et pour moi, c'est l'instant miraculeux, ce que décrit aussi Franck Horvath dans ses livres. Je suis moins d'accord sur les enfants aujourd'hui, parce que les enfants des années 2020, très tôt, posent. C'est ça m'a choqué le jour où j'ai réalisé ça, où tu prends une photo, ils se rendent compte que tu prends une photo, que ce soit avec ton smartphone ou avec un appareil, et ils prennent la pose, ils sont plus du tout naturels aujourd'hui, je trouve. Alors au départ, oui, et là je pose un petit peu l'appareil et on discute, et à un moment en fait ça passe en fait. Et c'est ça qui est merveilleux. La différence, c'est de se faire oublier, en fait. C'est de se faire oublier, et puis de voir la spontanéité, d'essayer de capter la spontanéité. Et voilà, un brin de vie, en fait. Et c'est ça que j'adore, en fait. Voilà. Et voilà, le vivant, en réalité. Et se sentir vivant. On parlait d'un bon portrait. Des fois, c'est étonnamment simple. J'ai ressorti 2 photos de ce que tu montres sur ton site. Il y en a une, c'est simplement une personne qui pose devant 2 palmiers imprimés sur derrière. Alors il y a une planche de surf derrière, enfin on comprend bien ce que c'est, mais l'arrière-plan finalement c'est un arrière-plan imprimé relativement simple ou dessiné, et finalement ça fait quand même un beau portrait. C'est étonnamment d'une simplicité extrême, et ça marche. T'en as une deuxième comme ça aussi que j'aime bien, où pareil t'as un beau paysage derrière, mais tu colles la planche de surf en arrière-plan, et donc on voit ça fait des couches tout à fait supplémentaire, mais c'est très simple et en même temps ça marche tellement bien. Ouais, alors moi encore une fois j'aime bien être vraiment proche du sujet. Pour moi un beau portrait c'est évidemment une expression, c'est une symbolique avec un accessoire, ce qui me représente, et aussi parfois aussi un environnement extérieur un peu graphique qui peut apporter également, mais être vraiment au plus proche, effectivement, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est le sujet effectivement que j'ai fait, c'est un sujet que j'ai fait de reportage sur le surf, sur le parasurf. Et j'aime bien faire des portraits et en même temps avoir les personnes en situation. En fait, l'idéal, c'est d'avoir les deux pour moi, effectivement. Mais ce qui est plus important, c'est de parler avec les gens. Oui, c'est tout à fait ça. C'est parler avec les gens qui s'habituent à toi, pour que derrière, en fait, encore une fois, c'est de prendre le réel, ce que dégage la personne, et ce que veut te montrer aussi la personne, en fait, son environnement, sa passion, en fait, tout simplement. C'est ce qu'elle te raconte. On va parler d'histoire graphique. Tu as une série qui s'appelle Stories in the City. Ce que je trouve très très fort, parce que en fait tu racontes des histoires avec pas grand chose en réalité. Tu as un peu de couleur, tu as un peu de géométrie, tu as une personne dans l'image, c'est un peu de couleur, c'est un rayon de lumière, mais au final t'as pas beaucoup d'éléments pour raconter une histoire, et ma question c'est comment est-ce que ce genre de photos, comment est-ce qu'on les fait fonctionner? Alors effectivement, Story in the City, c'est en fait, une photographie peut raconter une histoire, et c'est effectivement tendre à ça par cette série de photos. Ce qui est très amusant, c'est de se mettre en terrasse, par exemple, pas forcément prendre en photo les gens, mais juste se dire je regarde cette personne, quelle est l'histoire de cette personne, qu'est-ce qu'elle fait en fait. J'ai une photographie justement que j'aime bien, d'une jeune fille qui est assise dans un restaurant. En fait, elle est toute seule. Il est 19h. Qu'est-ce qu'elle attend en fait, ou qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et c'est ça que j'adore en fait. C'est en fait elle a un rendez-vous amoureux. Elle attend son rendez-vous qui va arriver, ou elle a un rendez-vous qui s'est mal passé et elle reste seule, elle est pensive, ou tout simplement elle a passé une mauvaise journée, et donc elle prend un verre tranquillement, et c'est ça que j'adore en fait, effectivement, et c'est très personnel, c'est-à-dire une photo, moi j'aime bien aussi montrer une photo à une personne, et savoir quel est son ressenti et quelle est l'histoire derrière qu'elle peut avoir,
Alors encore une fois, c'est très personnel, hein. C'est-à-dire que deux personnes peuvent raconter différentes histoires, et c'est ça que j'aime bien en fait. Voilà. Mais ce que tu disais là, en fait, c'est que ça se retrouve dans toutes ces photos. L'histoire que tu racontes toujours une histoire, mais l'histoire, c'est un peu toujours la solitude. Oui. Et du coup, je me demande si on peut raconter autre chose que la solitude, ou si c'est peut-être juste toi qui projettes ta perception Oui, de tout à fait. solitude sur ces situations-là, en fait. Tout à fait. Alors, je pense qu'il faut pas avoir peur de la solitude. Moi, j'aime la solitude. J'ai besoin de solitude. Et je trouve que c'est positif. C'est positif d'être un moment seul pour se recentrer et de pas trop être influencé effectivement par le bruit extérieur. Donc c'est un moment où je suis face à moi, où je peux me poser des questions, et donc du coup je suis complètement naturel. Et effectivement, dans la rue, moi j'aime bien ces moments où ces personnes sont un moment seuls, et ça se voit en fait dans leur posture. Il y a une attitude effectivement qui peut être intéressante, un moment d'interrogation également, et ça se retranscrit dans leur posture. Mais effectivement, j'aime bien. Comment T'es dire. sensible à ces histoires. Ouais, je suis sensible à ces histoires, effectivement. Mm. Tout à fait, tout à fait. Il y a un côté esthétique également. Ouais. Ok. Non, mais c'est intéressant à voir, c'est qu'il y a le mélange de l'esthétique et puis l'histoire qui se glisse dedans. C'est amusant parce que la série suivante, qui est Couleur d'asphalte, en fait, tu prends un peu tout ce qu'on vient de dire et tu les mélanges. J'ai l'impression que c'est presque une évolution de ton travail finalement, où en même temps tu as la lumière, tu as les couleurs, tu as l'histoire aussi de solitude, et tout se retrouve un peu dedans. J'ai l'impression que c'est la suite logique de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Alors, c'est une série où j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur la couleur. J'aime bien les couleurs chaudes, le jaune, le rouge, qui apportent aussi un éveil, qui donne du relief. Et s'il y a une lumière en plus, La lumière la fait ressortir. Là, exactement, la lumière refait sortir. Mais effectivement, on est sur une série effectivement où comment dire, qui est dans la continuité des autres en réalité. Voilà. C'est une évolution. C'est une évolution, oui, tout à fait, tout à fait. Alors après, j'essaye. C'est amusant en écoutant aussi tes podcasts. Ce que tu dis, je pense, est vrai. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi, en photo de rue, on a tous l'impression d'essayer de faire un peu les mêmes choses, ombre et lumière. Ouais. C'est tout à fait la réalité. En gros, il y a 3 photographes qui ont influé sur la photo de rue ces dernières années, et tout le monde reproduit l'un ou l'autre. Exactement. Moi, j'essaye vraiment de remplir le cadre. J'ai encore du mal, mais mettre beaucoup d'éléments dans un cadre. C'est ça aussi mon objectif cette année. C'est d'apporter une complexité juste sur une photographie. Mais c'est ce qui est le plus dur. Pas forcément un élément, mais plusieurs éléments. C'est la profondeur de l'image. Voilà, c'est un beau challenge. Mais de ce fait, oui, il faut vraiment sortir. T'es dans ma question. T'es dans ma question du moment. C'est vraiment ma question. Mon questionnement, c'est comment je crée cette complexité. Il y en a qui y arrivent très très bien, presque spontanément. Il y en a qui ont besoin de comprendre comment ça marche. Et je crois qu'on va faire des sorties ensemble. Je pense qu'on va se pousser l'un l'autre. Avec plaisir. Il faut se challenger. Ça va être ça. On a beaucoup parlé de ton travail personnel jusqu'à maintenant. Et à un moment, je me suis penché vers ton travail plus pro. Tes commandes. Il y a une chose qui m'a marqué, et c'est surtout ça en fait que j'ai retenu de ton travail de commande, c'est qu'on retrouve absolument tout ton univers personnel dans ce travail-là. Et ce que je veux dire, c'est que quand on a une commande, c'est très... tu sais, tu as la pression de la réussir, et tu as la pression de sortir ce qu'on attend de toi. Et du coup, c'est très tentant de faire comme tout le monde. Je donne souvent cet exemple, j'ai déjà donné, je crois. J'ai photographié le marathon de Paris l'an dernier. Et normalement, moi, je shoot aux optiques fixes. Et pour le marathon de Paris, j'ai eu un coup d'angoisse de me dire, est-ce que je vais être prêt, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ci, est-ce que ça. Je suis parti avec 2 zooms.
Et donc, j'ai géré ma journée avec 2 zooms et j'ai pas passé. C'était génial l'expérience et tout, mais photographiquement, je pense que j'aurais passé un bien meilleur moment avec juste mes optiques habituelles auxquelles je suis calé. Parce qu'en fait, le zoom, quand tu as perdu l'habitude du zoom, tu sais plus trop quoi en faire en réalité. Tu vas trop large parce que tu as la possibilité d'aller large, ou tu vas trop serré parce que tu as la possibilité. Mais en fait, tu passes ton temps à te remettre en question là où tu ne te remettrais pas en question avec des lentilles fixes. Et ça a été, tu vois, le moment où j'ai pu repasser chez moi, poser les zooms, reprendre mes lentilles fixes et continuer comme ça. Ça a été une vraie libération. Toi, tu n'as pas ce truc-là, en tout cas pas dans ce que j'ai perçu, où tu y vas avec tes armes, tu y vas avec ce que tu sais faire, et tu fais ce que tu fais sans te demander si ça va correspondre à ce qu'on attend de toi, en fait, parce que finalement, si on t'envoie toi, c'est peut-être qu'on veut ton regard à toi, non ? Je pense qu'il faut se faire confiance, en fait. Et se faire confiance, ça passe par le côté intuitif en réalité. Donc, effectivement, je pars du fait que si on me fait une commande, c'est que déjà on me fait confiance et qu'on a regardé mon travail. Et de ce fait, on estime que je peux aussi apporter ma touche, entre guillemets. Et effectivement, tout le monde est photographe, tout le monde prend des photos avec son téléphone. Et il faut essayer de faire quelque chose de différent. C'est aussi challengeant de trouver des angles différents. Alors ça passe par la curiosité. Je pense que entre guillemets, un bon photographe, c'est un photographe qui est curieux, qui cherche en fait. Il faut toujours chercher. Et c'est ça, c'est ce qui est stimulant. Pas s'arrêter à un angle, à un plan. Essayer des choses différentes. Moi, j'ai des commandes parfois qui sont pas forcément sexy entre guillemets, qui peut être le pire entre guillemets. Ce que j'ai eu, c'est prendre des photos pendant 2 heures. Il y a une réunion d'une association. Alors je suis arrivé, c'était dans une salle en sous-sol. Il n'y avait pas de lumière. En fait, il n'y avait rien. En fait, c'était une association en plus de femmes, donc elles n'étaient pas forcément à l'aise parce que j'étais là en plus sur des sujets féminins, donc j'ai dû me faire oublier et en même temps chercher j'étais obligé de chercher en fait. Alors où je faisais mes photos pendant 5 minutes, 10 minutes et après je me suis dit bon je vais attendre, ou j'y vais, je cherche des trucs pendant 2 heures. Et en fait pendant 2 heures en fait j'ai fait tous les angles possibles. J'étais accroupi, j'étais en hauteur, j'ai échangé beaucoup avec des jeunes filles. J'ai enlevé mon appareil photo, je suis revenu avec l'appareil photo, j'ai pris des portraits. Donc j'ai cherché. Alors après j'essaye aussi de faire premier plan, deuxième plan. J'aime bien avoir une profondeur aussi dans la photographie. Je trouve que ça apporte quelque chose. Mais il faut s'amuser. Il faut être dans l'état d'esprit. Je pars pour m'amuser. C'est que de la photographie. Et puis c'est un bon exemple, ce genre de situation, parce qu'en fait, tu dois jamais arrêter de chercher. Des fois, t'as rien. Et justement, ça te force à aller chercher quelque chose d'intéressant. Mais des fois, t'as tout. Et tu oublies d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Alors, c'est amusant. Là, j'ai commencé aussi la photographie d'architecture. Je suis arrivé sur une fin de chantier Gare de l'Est. Et en fait, parfois, moi, ça m'arrive, j'arrive sur une commande et je dis, mais qu'est-ce que je vais faire en fait ? Je vais faire 2-3 photos, mais en fait, qu'est-ce que... Et encore une fois, il faut un peu se relâcher, pas se mettre trop de pression et prendre le temps. Et plus tu vois des choses, plus il y a des choses qui vont arriver en fait. Et plus tu avances, et plus les choses arrivent. Mais il faut commencer le premier pas en fait. C'est comme... c'est comme la roue quoi. Au début c'est dur, il faut la pousser, il faut enclencher, et quand c'est enclenché ça démarre, ça roule tout seul, et à un moment effectivement c'est l'inertie exactement. Moi je suis un diesel, donc j'ai du mal en fait à commencer, mais j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Donc c'est assez amusant, mais il faut encore une fois il faut se donner aussi. Il y a quelque chose de très physique. C'est un truc très enfantin, ça, d'avoir du mal à démarrer, d'avoir du mal à s'arrêter après. C'est le gamin qui te dit non, pour aller dans sa douche, et puis qui après veut plus en sortir, quoi.
Oui, tout à fait. C'est ça. C'est aussi le vélo, quoi. C'est dur au début, et puis Une fois que tu es dedans, c'est bon. ouais, voilà, on peut l'aider, on peut pousser un petit peu, et après c'est bon, effectivement. Mais il y a quelque chose de très physique, je pense, dans la photographie. Voilà, il faut aimer bouger. Il faut aimer les gens aussi, ça c'est certain. Il faut aimer l'humain. Il faut être dans l'échange, et en même temps ne pas oublier que je suis photographe, et je dois essayer d'aligner en fait mon regard avec mon déclenchement. Ça doit devenir un automatisme. Ce que je vois devient un déclenchement. Et souvent en fait dans la rue, parfois je vois des choses et je me dis mince, j'ai pas déclenché. En fait, c'est aussi ces automatismes que je dois mettre en place dans ma photographie en fait. C'est tout à fait ça. C'est déjà d'avoir l'appareil à la main. Pardon ? C'est déjà d'avoir l'appareil à la main. C'est déjà avoir l'appareil à la main. Mais moi j'ai besoin en fait voilà, d'être dans un état d'esprit aussi où je suis vraiment dans mon environnement à l'instant T, à 100% dans mon environnement. Et ça demande du temps également. Donc il faut prendre le temps pour être dans cet état d'esprit et pour faire bien les choses en réalité. Je ne peux pas faire ça en 5 minutes. Et voilà, c'est pareil sur une commande en fait. Hein. C'est des commandes minimum 2 heures de temps, quoi. Tout à fait. Oui, de toute façon, en moins, c'est compliqué de faire un peu plus original que le reste. Justement, on parlait de garder son identité, d'aller chercher autre chose. Tu as une manif sur ton site. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une manif différente que ce qu'on sort habituellement. C'est-à-dire que d'habitude, quelqu'un qui va chercher de la manif va aller chercher de la revendication, pas de la violence, mais au moins ce côté-là, un petit peu, c'est la guerre, tu vois. Et toi, tu as fait une manif et tu t'es focalisé sur la tendresse presque de la manif. Enfin, je veux dire, c'est pas agressif, c'est les gens, et tu te rends compte que y a des gens là-dedans qui sont des êtres humains et qui sont aussi là par amour quelque part. Enfin, c'est pas que de la revendication, de la haine, des coups de gueule et des trucs. C'est que aussi peut-être qu'ils veulent mieux, et tu as réussi à le faire ressortir, ça. Oui, alors j'ai eu la chance parfois effectivement d'être sur des manifestations où j'ai senti effectivement cette douceur. Là, on est vraiment sur un travail aussi photojournalistique, donc je communique sur du réel, et je suis convaincu, dans une manifestation, il y a cette douceur qui est toujours présente, mais parfois effectivement il faut la chercher. Alors c'est pas forcément en fin de manifestation, parce que c'est souvent en fin où tu peux avoir effectivement un moment de confrontation. Un moment de confrontation. D'accord. Mais il y a aussi des échanges réels entre les CRS et les manifestants, qui peut être une vraie communication, un vrai échange. Donc je pense qu'elle est là, mais c'est qu'est-ce qu'on veut montrer en réalité. Et moi j'aime bien effectivement montrer d'abord l'humain, et je suis convaincu que l'humain est pas agressif, il est d'abord bienveillant en premier lieu. Et c'est ce que j'aime montrer en réalité, effectivement. C'est cette douceur qui est forcément là, quoi. La douceur et l'humour, en fait, parce qu'il y a par exemple une photo, un type aux cheveux longs qui est face à 2 CRS, il est assis sur sa chaise. Comment ça arrive, ce genre de situation ? Comment tu tombes là-dessus et comment tu l'abordes ? Alors moi j'aime bien le côté décalé. Je trouve qu'effectivement le contraste apporte. Je pense que tu repères certaines personnes en fait, qui entre guillemets sortent du lot. En fait, c'est dans un groupe, tu as forcément 2-3 personnes qui vont sortir, et l'état d'esprit tu le vois, et à partir de là tu es aux aguets, et tu attends le moment effectivement tu les suis. Oui, tu le suis effectivement. D'accord. Il y a des personnages effectivement où tu sens qu'ils vont apporter quelque chose. Donc on est dans l'intuitif. Tu sens qu'il va bien contraster avec du CRS, et que si tu arrives à avoir le bon angle... C'est tout à fait ça. Il va se passer quelque chose. Mais c'est pas réfléchi. Mais il faut être là au bon moment. Donc pour être là au bon moment, il faut anticiper. D'accord, donc c'est quand même un peu réfléchi. Oui, c'est réfléchi dans le fait que je dois anticiper.
Mais à un moment, quand ça se passe tellement vite qu'il faut être là. En fait, faut avoir l'appareil à l'œil, quoi. T'as pas le temps. Effectivement. T'as pas le temps de lever. Effectivement. Mais il faut penser à l'anticipation, effectivement, au départ. Ok. C'était la photo dont on parle à la fin. On va arriver à la conclusion de l'épisode. Quel est le pire moment de ta carrière ? Alors, je sais pas si j'ai de pires moments. Non, j'ai pas de pire moment. Moi, j'ai toujours une angoisse, justement par rapport aux commandes, si j'ai un retour de personnes qui négatives sur mon travail. Et en réalité, en fait, je suis toujours dans le doute. Mais le doute, c'est pas très grave en réalité. Et comment dire alors, j'ai pas eu encore de mauvais moments. Voilà. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, le pire, c'est d'avoir peur que le pire arrive, quoi. Oui, tout à fait. Des fois, ça fait du bien qu'il arrive. Hein. Moi, j'en ai pris une il y a pas longtemps comme ça, une belle tarte. Au final, ça te libère. Tu te dis bon, voilà, il m'arrivera plus rien de. Enfin, c'est le pire qui peut m'arriver. J'ai survécu, c'est pas grave. Oui, et puis encore une fois, si ton travail, on n'aime pas ton travail, c'est pas grave parce que il sera peut-être remplacé par une autre. Ouais. Non, mais c'est pas universel. De toute façon, si tu plais à tout le monde, il y a un vrai problème, je pense. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Le fond du problème. Du coup, t'as un meilleur moment dans ta carrière ? Le meilleur moment, oui, le meilleur moment, c'est quand j'étais mon premier sujet de photojournaliste, ça a été sur le parasurf que j'ai construit de A à Z, et j'ai eu la chance effectivement d'être publié sur l'Équipe Magazine, et la première publication effectivement c'est je pense que c'était un très bon moment parce que c'est un magazine que j'ai toujours lu, que je lisais également quand j'étais étudiant. J'achetais l'Équipe, voilà, j'aimais bien. Et c'est vrai que tu te dis, voilà, mon travail peut être vu par pas mal de personnes, donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est valorisant. Voilà. En tant que photographe, je pense qu'on a besoin d'être valorisé, et parfois de pouvoir montrer son travail, c'est une chance. Et c'est important aussi, effectivement. On ne peut pas être apprécié par tout le monde, mais à un moment, c'est vrai que c'est aussi agréable que quelqu'un te dise, voilà, j'ai aimé ton travail, et ce que tu fais a un sens. Voilà. Et être diffusé aide à arriver à ce moment-là. Bien sûr, par un grand magazine, un grand quotidien, effectivement, c'est super. On arrive à la dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Alors, pour le prochain épisode, moi, si tu veux bien, je te recommanderais donc une photographe luxembourgeoise, Anouk Flech, qui est une photographe qui fait entre autres effectivement de la photographie de sport. Et moi, je suis amoureux de son travail. Donc je te la recommande vivement. On en avait parlé un petit peu en amont, j'ai déjà regardé son travail, effectivement, c'est plutôt intéressant. Donc on va discuter hors antenne avec elle, et puis on va voir ce que ça va donner. Il me reste à te remercier d'être venu me rejoindre aux ondes ce mardi matin pour enregistrer cet épisode. Alors c'était un peu spontané parce que je ne savais pas qu'on allait enregistrer. C'est la première fois moi j'y vais. Qu'on se voyait. Ouais. Mais tant mieux, parce que voilà, c'est aussi ça qui est intéressant. Merci en tout cas, Julien, de ton invitation. C'était un plaisir. Merci d'être venu. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.